septembre 1955, donc ça va être un tournant évidemment, le Parti communiste algérien est interdit, de même que ces organisations dites de masse, organisations de jeunes, organisations de femmes, de même que ses journaux, et de même que le quotidien Alger républicain qui est dirigé par des communistes. Alors là, septembre 55, c'est un tournant, puisqu'à partir de là, il devient illégal d'être un communiste organisé en Algérie. Donc militer au Parti communiste algérien à partir de cette date veut dire nécessairement militer clandestinement et parfois vivre en clandestinité totale. Alors ça veut dire quoi militer au Parti communiste algérien à partir de là? Deux possibilités. On peut militer au sein de l'organisation politique clandestine du PCA, ce qui concerne quelques centaines de militants sur le sol algérien. Ces militants vont être chargés de sauvegarder l'organisation et de sauvegarder ses dirigeants. Et c'est notamment le rôle qu'a eu Maurice Audin dans l'organisation. Ils vont être chargés aussi de diffuser la propagande, de diffuser les idées du Parti communiste algérien, et puis enfin, ils vont être chargés de soutenir matériellement l'insurrection. Deuxième possibilité, des communistes peuvent militer au sein des organisations armées communistes qui sont mises en place courant 1955, qu'on nomme les combattants de la libération. Ces combattants de la libération, ils regroupent une centaine de membres en 1956, dont une partie vont être versés au FLN, à l'Armée de Libération Nationale, à l'été 1956. Voilà pour la première vague. Alors bien sûr, ce que je viens de dire là sur le passage à la clandestinité nous ouvre sur des modes répressifs différents pour la deuxième vague, qui va courir de l'hiver 1955 à l'été 1957. Cette deuxième vague va être caractérisée par plusieurs nouveautés ou plusieurs inflexions. On pourrait résumer ça par trois termes: une judiciarisation de la répression, une militarisation de la répression, c'est pas antinomique d'ailleurs les deux, et puis troisième élément, une brutalisation de la répression, ou une radicalisation si on veut. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Première inflexion. À partir de décembre 1955, la police puis l'armée vont démanteler un certain nombre de réseaux clandestins du PCA. Alors, ces réseaux, soit ils sont composés de communistes qui dépendent du PCA, soit ils sont composés d'anciens communistes qui dépendent du FLN, mais que les autorités vont identifier comme des communistes. Alors, il s'agit d'une part de réseaux armés, notamment à Constantine, à Oran, à Alger et à Blida, et d'autre part de réseaux politiques du Parti communiste algérien, surtout à Oran et à Alger. Et c'est dans ce cadre-là que Maurice Audin va être arrêté en juin 1957, démantèlement des réseaux politiques. Ces démantèlements, ils vont aboutir à une répression judiciaire, donc ce qui est une nouveauté à partir de la fin 1955. Les tribunaux civils et les tribunaux militaires vont inculper environ 150 communistes ou anciens communistes en 1956-1957, et la plupart d'entre eux vont être jugés en 1957-1958, et plusieurs d'entre eux vont être condamnés à mort. Un seul sera exécuté, Fernand Yvetot. Juste pour situer, 150 communistes à une période où plus de 25 000 militants supposés ou réels sont jugés dans l'ensemble de l'Algérie. Deuxième inflexion, induite par la loi sur les pouvoirs spéciaux de mars 1956. Excuse-moi, un seul Européen communiste, parce que il y a Abderrahmane Taleb ou des gens que... Il n'était pas communiste. Ouais. Il n'était pas communiste, il était CDL. Taleb, c'est un des... Il était de la zone autonome du FLN. Oui, et mais il y en a qui passent de l'un à l'autre. Oui, mais il n'a pas été communiste, il n'a jamais été encarté au PCA. Il a pu être influencé, mais il n'en était pas. Donc vraiment, à ma connaissance, un seul exécuté. Voilà. Parce que les communistes algériens, indigènes, si je puis dire, eux, subissent le sort d'autres internés. Il n'y a pas eu de communistes algériens indigènes guillotinés. Il n'y en a pas eu de guillotine. Bon, enfin, il y en a eu des condamnés à mort, en tout cas. Oui, c'est ça. Exactement. C'est la distinction que je faisais entre condamné à mort et exécuté. Oui, d'accord. Ok. Alors, deuxième inflexion. Je demande à moi. La loi sur les pouvoirs spéciaux de mars 1956, qui a été exposée tout à l'heure par Sylvie Thénault, cette loi, elle va permettre un renforcement de la répression administrative. Donc il y a toujours évidemment la répression administrative, et pas seulement cette répression judiciaire. Alors là, on peut distinguer une chronologie spécifique à la répression anticommuniste sur le plan administratif, puisque les mesures d'internement et d'expulsion contre des communistes vont être prises le même jour à l'encontre de dizaines de communistes, supposés encore une fois ou réels, au rythme de différentes affaires qui vont impliquer des membres ou d'anciens membres du Parti communiste dans la lutte armée.
La désertion d'Henri Maillot en avril 1956 donne lieu à des mesures administratives. Le démantèlement des réseaux armés d'Alger et d'Oran en septembre 1956 aussi. L'arrestation de Fernand Yveton en novembre 1956 aussi, c'est-à-dire que quelques jours après son arrestation, 120 communistes dans toute l'Algérie vont être internés ou expulsés. Et la dernière grande vague de mesures administratives va avoir lieu après l'arrestation des époux Guérouj et de leur réseau à Alger en janvier 1957. On peut distinguer deux profils parmi les cibles de ces mesures administratives. Premier profil, c'est des militants qui ont été arrêtés dans le cadre des démantèlements des réseaux dont j'ai parlé, mais qui n'ont pas été présentés aux tribunaux, qui ont été relaxés par les tribunaux ou qui ont été libérés de prison après une condamnation. Deuxième profil, ça va être des militants qui sont simplement soupçonnés d'être actifs dans la clandestinité. Et parfois, une note de renseignement d'une ligne suffit à ce que le soupçon soit établi et la mesure prise. Le traitement différencié selon le statut juridique se poursuit, ainsi qu'un traitement différencié selon le sexe des militants. Comme en 1955, les hommes communistes musulmans sont internés dans des camps. À la différence de 1955, les hommes communistes français ne sont plus beaucoup expulsés d'Algérie, mais ils sont internés eux aussi dans des camps, et plus précisément dans un camp, le camp de Lodi. Enfin, les femmes communistes françaises sont expulsées vers la France. Combien de communistes ont été concernés par ces mesures d'internement ou d'expulsion administrative? Je dispose d'un chiffre pour le seul département de Constantine, en 1956, 200 militants. Le département de Constantine, c'est le département où le PCR était le moins implanté. Alors, on peut supposer, du coup, peut-être on atteint 1000 militants, ou en tout cas voilà, plusieurs centaines sur l'ensemble de l'Algérie, à une époque où environ 15 000 Algériens sont l'objet de mesures répressives en 1957. Alors, à propos de cette répression administrative et de la répression judiciaire, on voit que les arrestations de Georges Adjadj, Maurice Audin et Henri Alleg, c'est les trois arrestations qui fonctionnent ensemble, en juin 1957, elles surviennent à un moment où le gros de la répression anticommuniste est déjà passé. C'est-à-dire que la dernière grande vague de mesures administratives, elle a eu lieu en janvier 1957, le dernier grand démantèlement de réseau politique, il a eu lieu en mars 1957, et le dernier grand démantèlement de réseau armé en mai 1957. Ce qui veut dire qu'au moment de l'arrestation de Maurice Audin, les communistes actifs qui n'ont pas encore été touchés par la répression ne l'ont pas été pour plusieurs raisons. Soit parce qu'ils sont en clandestinité totale, c'est le cas d'Henri Alleg et d'autres dirigeants ou militants de base. Soit parce qu'ils sont l'objet de fiches de renseignement, mais sont considérés comme non actifs, ou sont épargnés par les mesures d'internement sans que l'on sache pourquoi. C'est par exemple le cas de Georges Adjadj, qui sera arrêté en juin. Troisième possibilité, ils n'ont pas été l'objet de fiches de renseignement, c'est le cas de Maurice Audin, ce qui nous indique, mais on le sait, qu'au moment de son arrestation, Maurice Audin n'est pas considéré a priori comme un personnage important, mais il est considéré comme quelqu'un qui peut mener à des personnages importants à l'intérieur du PCA. Troisième inflexion, cette période, c'est une période d'usage massif de la torture par la police, puis par l'armée, lors des démantèlements des réseaux communistes. Alors cette systématisation, elle est particulièrement claire à Alger, à partir de janvier 1957, quand l'armée dispose des pouvoirs de police. Alors cette fois, les communistes, ils sont torturés sans distinction d'origine, sans distinction de genre, sans distinction aussi de rôle politique. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, des femmes qui sont torturés, des Algériens musulmans, des Européens, des Juifs d'Algérie, des Français d'origine métropolitaine, des individus dont l'armée sait qu'ils ont un rôle mineur, des individus dont l'armée pense qu'ils ont un rôle majeur, etc. Alors, les communistes torturés, il y en a plusieurs dizaines, ils représentent numériquement une petite partie des milliers de torturés par l'armée pendant la guerre. Mais les tortures que les communistes subissent font l'objet de plusieurs affaires en métropole, dès avant les affaires Alleg et Audin. Si ces tortures subies par les communistes font l'objet d'affaires en métropole, c'est sans aucun doute parce qu'il s'agit de communistes, qui disposent de relais en France, et aussi parce que des non-musulmans sont torturés parmi ces communistes, c'est-à-dire des Français de plein droit. Deux affaires avant l'affaire Alleg et Audin, l'affaire des torturés d'Oran, septembre 1956, qui concerne les communistes, et l'affaire dite des enseignants d'Alger, mars 1957, qui concerne aussi les communistes. Quatrième inflexion ou nouveauté, et je terminerai là-dessus,
à partir de mars 1956, des communistes sont assassinés par l'armée. Alors je dis assassinés, c'est-à-dire que j'exclus de cette catégorie les maquisards qui sont tués au combat, et j'exclus aussi de cette catégorie ceux dont on ne sait pas s'ils ont été assassinés. Alors ils sont peu nombreux, ces communistes assassinés. D'abord, il y a quelques maquisards communistes, y compris des maquisards d'origine européenne, qui ont été capturés au maquis et exécutés après capture. Et puis, il y a d'autre part au moins 2 militants des réseaux politiques urbains, pas des réseaux armés, qui ont été abattus avant tout interrogatoire par l'armée. Alors, ces morts-là, elles ne sont pas cachées par les autorités. Elles ne sont pas non plus forcément revendiquées publiquement, mais elles ne sont pas cachées. Elles sont connues, à la différence des morts de ceux qui vont être présentés comme des évadés. À ma connaissance, il y a 2 communistes qui sont morts durant leur détention par l'armée, alors que de nombreux militants et dirigeants du Parti communiste sont passés entre les mains de l'armée, notamment à Alger en 1957. Ces 2 communistes morts durant leur détention par l'armée, c'est Boris Audin en juin 1957, et quelques semaines avant lui, Omar Djeghri en mars 1957, et tous les 2 sont déclarés évadés. Alors il y a 3 grandes différences entre les cas Djeghri et Audin. D'abord, des militants qui étaient séquestrés dans des cellules voisines d'Omar Djeghri disent l'avoir entendu suffoquer et avoir su tout de suite qu'il était en train de mourir. Deuxième chose, des tortionnaires auraient explicitement menacé d'autres militants du même sort qu'Omar Djeghri. Donc ils auraient reconnu verbalement, à ce moment-là, qu'il était mort, et qu'il était mort des suites des tortures, avant, par la suite, de maquiller cette mort en évasion. Et il y a un rapport qui va être établi disant qu'il s'est évadé. Et puis Omar Djeghri aussi, troisième différence avec Audin, c'est que les tribunaux militaires ne prennent même pas la peine de l'inculper. Voilà, il disparaît complètement, y compris du circuit répressif. Alors, comme l'ont montré les interventions précédentes, replacée dans le contexte des pratiques répressives de l'armée française, la mort de Maurice Audin n'est pas exceptionnelle. Mais dans le contexte de la répression anticommuniste, on peut dire qu'elle est exceptionnelle, qu'elle est même tout à fait exceptionnelle, mais qu'elle l'est aussi d'une certaine manière dans le contexte de la répression générale, en ce sens qu'il est le seul Européen qui a été déclaré évadé. Même s'il faut signaler, et je reviens au cas de Omar Djeghri, qu'au moment où Djeghri a été torturé et mort, l'armée croyait qu'il était français. Plus précisément, il avait un pseudonyme, une fausse carte d'identité, au nom de Simon Sportis, donc il était identifié même comme le beau-frère de l'ancienne députée Alice Sportis.